tu es tout le temps focus, ton esprit, ton cerveau déconnecte totalement. Il y a plus de factures, il y a plus de boss, il y a plus d'ennui, il y a plus de stress, il y a plus de pression. Voilà, c'est vraiment une claque monumentale et c'est pour ça que pour acheter ce kiff, je cramais entre 300 et 400 balles par week-end. J'ai fait, le calcul de combien j'avais dépensé dans cette activité depuis, maintenant presque 15 ans. Je suis un peu tombé à la renverse parce que des sommes, astronomiques. J'en aurais pu faire, énormément des investissements immobiliers. Au bout de 6 mois, je commençais à avoir des TMS, donc des troubles musculo-squelettiques. J'arrivais plus à bouger mes doigts. Je me suis senti vraiment comme une merde. Un projet comme ça, c'est entre 8 et 10 millions d'euros. Moi, le salarié, qui est pas une thune en poche parce que j'ai tout claqué pour kiffer, comment je vais faire pour créer un établissement à 10 millions? Comment trouver le courage de quitter une prison dorée quand on a le confort, le statut, le salaire, mais qu'on a perdu la flamme? Que faire quand ton corps te lâche avant ton esprit et que la maladie devient le seul moyen pour ton cerveau de dire stop? Comment oser s'attaquer à des projets à plusieurs millions d'euros et convaincre des banques quand on part de zéro et qu'on a le syndrome de l'imposteur? Aujourd'hui, on va parler de résilience, de changement de vie radical et surtout de cette prise de conscience brutale mais nécessaire. Personne ne viendra te sauver. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses d'entrepreneurs, le rendez-vous des entrepreneurs qui veulent passer à l'action et obtenir des résultats concrets. Je suis Emmanuel, entrepreneur et investisseur. Dans chaque épisode, je partage les coulisses de mes projets, parcs de loisirs, fitness, franchise, immobilier. Seul ou accompagné d'entrepreneurs, je traque les erreurs coûteuses, les choix stratégiques et les victoires pour en tirer des méthodes concrètes que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour construire ou accélérer ton propre business. Prépare-toi, ça commence maintenant. Aujourd'hui, je vais faire un épisode un petit peu plus personnel sur mon parcours. Parce que pendant longtemps, j'ai fait exactement ce qu'on attendait de moi. Alors certes, ça a marché. J'ai passé une grande partie de mon temps, dans des grandes entreprises, en CDI avec des bons salaires et pourtant j'étais pas à ma place. Je savais pas trop pourquoi à l'époque et donc si tu écoutes cet épisode, c'est pas pour entendre une success story Instagram, mais plutôt mon parcours avec les erreurs que j'ai faites, pourquoi je les ai faites et surtout, bah, voilà, j'ai pas toujours été entrepreneur. J'ai pas fui le salariat par incapacité, mais je l'ai vraiment vécu de l'intérieur. J'ai été salarié plus de 10 ans et j'ai travaillé dans des grandes entreprises en France et à l'étranger. Donc ce que je vais raconter aujourd'hui, je l'ai vécu et pourquoi je fais cet épisode aujourd'hui? Alors depuis le lancement de mon podcast, beaucoup de gens me demandent mon parcours. Donc ce que je veux faire, c'est poser une base claire. Je pense que l'idée, c'est que cet épisode serve de repère pour la suite du podcast et donc avant d'aller plus loin, dans les épisodes, je voulais prendre le temps de te dire qui je suis vraiment. Alors pas pour me mettre en avant, mais pour que tu comprennes, d'où je viens et où je suis, actuellement. Donc dans cet épisode, je vais te parler de mes erreurs, pas seulement de mes réussites. Je vais aussi me dévoiler, parler de mes peurs, de burn-out, de projets que j'ai abandonnés et de liberté. Et surtout, bah, je vais te montrer que rien n'était écrit à l'avance et que tout ça, finalement, c'est le fruit de plusieurs choix, souvent difficiles, qui m'ont conduit à cet endroit-là aujourd'hui. Avant de démarrer, j'ai deux-trois choses à te dire concernant l'actualité de mes projets, comme, je le fais à chaque fois. Concernant le parc, on est en train de recruter les saisonniers pour, cette nouvelle saison et donc là, pour l'instant, c'est vraiment compliqué. Alors ce qu'on fait en général, c'est qu'on demande aux anciens saisonniers s'ils veulent, revenir, voilà, parce que c'est toujours bien d'avoir, des employés qui connaissent, l'établissement et qui ont l'expérience. Donc certains nous ont dit oui, sans particularité, mais d'autres, voilà, c'est vraiment en ce moment les doléances, des employés. Alors franchement ça je comprends pas trop. J'ai deux-trois exemples. Une personne par exemple, a un groupe de musique et donc cette personne elle travaille avec nous, depuis 5 ans maintenant, en tant que saisonnier. Alors elle a évolué sur, certains postes, elle a passé des formations, diplômantes et donc cette personne, souhaite
peut-être revenir, mais sous ces conditions. C'est-à-dire, elle veut son jeudi off toutes les semaines, voilà, pendant la durée de son contrat, qui dure, 7 mois. Donc, tous les jeudis off pour pouvoir, avoir du temps perso pour, consacrer à ses activités personnelles, voilà. Plus 2 semaines de congés payés en août. Alors voilà, bah, tu t'en doutes bien, dans une activité saisonnière, un parc d'activités extérieures comme le nôtre, les mois de juillet-août, c'est les plus intenses et donc, de manière générale, les gens qui travaillent chez nous, bah, on leur dit effectivement, bah, juillet-août, c'est intense. Si tu veux partir en vacances avec tes potes, bah, c'est pas chez nous qu'il faut candidater. Voilà. Donc, voilà, donc ça, ce type de doléances, bah, ça me saoule un petit peu parce qu'il y a des gens qui sont expérimentés, qui sont formés, mais si on ne peut pas compter sur eux dans les moments les plus intenses, ben, finalement, je vois pas trop l'intérêt et après bon, on a aussi d'autres demandes qui sont un peu, comment dire? Voilà, bah, il y a du copinage forcément entre les saisonniers qui sont venus. Donc voilà, c'est, si un tel, vient pas, bah, je viens pas non plus, je viens que à condition qu'un tel vient. Voilà, donc on en est là aujourd'hui et puis, bah, c'est vraiment un casse-tête. Bah, sur le poste de responsable d'exploitation, où je dois remplacer, la personne qui est partie, on avait 2 candidats, et c'est vraiment, comment dire? C'est vraiment un poste, où le recrutement est difficile puisque il faut avoir, une expérience, dans l'activité, plus une expérience managériale, même si c'est une petite équipe, hein, ça s'apprend et on peut faire évoluer les gens. Par contre, bah, les 2 personnes, qu'on avait, sélectionnées, bah, finalement, elles ont retiré leur candidature parce qu'elles sont pas de la région et donc finalement, elles n'étaient pas prêtes à déménager dans notre secteur, même pour un CDI. Donc voilà, on repart de zéro après, plusieurs mois de recrutement, d'entretien et cetera. Donc c'est un peu saoulant, j'avoue, mais bon, on perd pas espoir et puis on trouvera forcément des solutions comme on le fait, à chaque fois. Sur mon projet d'ouverture de salle de fitness avec l'Orange Bleu, j'ai une super bonne nouvelle. Enfin, après plusieurs semaines, voire mois, de discussions avec les banques, j'ai enfin eu un accord de crédit. Voilà, donc je suis super content. On a dû, faire bouger un petit peu les choses, mais voilà, on a un accord de crédit, donc le financement, c'est OK. Donc maintenant, quelles vont être, les prochaines étapes? Bah, le dépôt de capital sur le compte bancaire qui va être ouvert pour, la création de la société. Donc depuis les holdings de ma holding plus, la holding de mon associé et puis après, bah, l'immatriculation de la société. Alors ça, j'ai la chance que dans mon secteur, c'est très rapide. Chez moi, au greffe, là, dans ma ville, c'est 7 jours. Donc voilà, je suis rassuré parce que je sais que dans certaines autres villes, notamment là où j'habite actuellement, il faut compter entre 2 et 4 mois. Donc c'est pas la même quand on lance une activité. Donc c'est vraiment aléatoire, et j'ai vraiment du mal à comprendre aujourd'hui, à l'heure de l'intelligence artificielle, des automatisations et de tout ça, comment, immatriculer une société peut prendre 2, 3, 4, 5 mois. C'est juste, hallucinant en fait, je comprends pas. Ça devrait pouvoir être fait, en quelques clics, voilà donc moi j'ai de la chance de pouvoir faire ça rapidement. Et voilà, c'est un autre aspect aussi, dont il faut tenir compte, anticiper bien les délais quand on crée une boîte et qu'on veut se lancer. Ensuite, bah, il y aura la signature du bail, commercial pour le local et puis ensuite, le déclenchement de toutes les étapes, et du rétroplanning d'ouverture. Parce que ça, c'est réalisé par les services de l'Orange Bleu au siège et ça, c'est top parce qu'ils vont vraiment me dire quoi faire et quand. Donc en gros, à partir du moment où, j'ai le financement, on va lancer tout ce rétroplanning avec, les travaux et en parallèle, toutes les démarches, qu'il faut faire, plus, le marketing, la communication, faire en sorte que tout soit prêt et bouclé pour l'ouverture. Donc, je suis vraiment content qu'il y ait, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi, l'Orange Bleu finalement, c'est parce qu'il y a vraiment un accompagnement clé en main, avec, plus de 200 collaborateurs répartis en 10 services au siège, qui sont là pour m'accompagner et ça, c'est vraiment rassurant. Quand on se lance, on n'est pas tout seul et en plus, bah, tout est fait, voilà, on n'y va pas à tâtons en ne sachant pas quoi faire. Tout est fait pour nous,
Alors forcément, il y a aussi quand même 2-3 trucs à faire de notre côté, mais on peut très bien lancer, une activité, comme ça en franchise, tout en gardant une activité ou plusieurs activités à côté, comme moi je le fais. Puisque si je devais me consacrer à 100 et faire tout moi-même, je pourrais pas avoir toutes les activités en parallèle. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps énorme et puis surtout, bah, c'est très rassurant. Et enfin pour, passer rapidement en revue, sur, mon IMO, donc je t'avais dit que, la dernière fois, on était en recherche de locataires parce qu'on va louer notre, résidence principale en location nue. Donc là, c'est bon, on a validé, des locataires dont le dossier était passé auprès de notre assurance, GLI. Et donc maintenant, on va s'atteler à réaliser le bail, l'état des lieux et cetera. Mais bon, nous on utilise une solution qui s'appelle, Calimo. Et franchement, c'est hyper simple, on l'utilise depuis, déjà, 1 an et demi, pour nos autres, investissements locatifs. Et franchement, c'est vraiment le top, tout est fait en automatique. Ça me permet de passer très, 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 très peu de temps à gérer tout ça. Voilà, un état des lieux qui est bien préparé avec Calimo. Le jour de l'entrée des locataires, c'est fait en 15-20 minutes, montre en main. Le bail, c'est automatique. Enfin voilà, tout est automatisé. Les documents sont partagés sur la plateforme avec les locataires. Il y a pas besoin de leur envoyer par mail ou que sais-je. Les comptes bancaires sont synchronisés avec, Calimo. Donc, Calimo envoie automatiquement les appels de loyer, envoie ensuite, les quittances de loyer quand il remarque que le loyer a été versé. Tout ça, c'est fait en automatique. Il y a des rappels pour, les entretiens de chaudière si, besoin est. Des rappels sur, l'indexation du loyer au moment où on peut le faire. Voilà donc, on gère, finalement le parc, immobilier avec, en très peu de temps et avec, quelques clics. Franchement, c'est une solution, incroyable et je suis très content de l'utiliser. Je mettrai un lien de parrainage en description de l'épisode. Ça te permet d'avoir 30 jours d'essai gratuit, puis 1 mois gratuit sur ton abonnement par la suite. Voilà, je vais pas faire plus long sur mon actualité. On va passer tout de suite, sur le cœur de l'épisode. Donc pour commencer, eh bien, en termes de parcours, tu vas voir que j'ai suivi un petit peu le modèle classique. Je suis né dans une ville, on va dire moyenne. Je suis l'aîné d'une fratrie de 3 frères et sœurs, issus d'une famille plutôt classe moyenne. Ma mère est prof de PS, j'ai un père ingénieur, que j'ai d'ailleurs, pas beaucoup vu pendant ma jeunesse, qui bossait énormément pour qu'on manque de rien. Et c'est vrai que j'ai assez peu de souvenirs du temps passé avec lui quand j'étais enfant. Et donc du coup, toute mon adolescence, je me suis dit que je voulais surtout pas faire ce métier. Et pourtant, bah, j'ai fini par faire exactement la même chose, un petit peu sous la pression familiale. Et puis, voilà, bah, c'était un petit peu, le parcours, tout tracé. École, d'ingénieur, en réseau et télécommunications. Et donc forcément, à l'issue de mon école, j'ai enchaîné, les grandes boîtes. J'ai eu une évolution assez rapide avec des bons salaires et des responsabilités en France et à l'étranger. Mais à chaque fois, eh bien, j'avais l'impression d'avoir fait le tour en tous les 2-3 ans, même parfois au bout d'un an. Et c'est comme ça que j'ai enchaîné plusieurs, grandes entreprises, tous les 1, 2 ou 3 ans. C'était vraiment le max que j'ai tenu dans ces boîtes. Et vraiment, moi, c'est ça, j'avais vraiment fait le tour. Je me sentais pas forcément ou plus forcément à ma place. Et puis, bah, surtout, on m'en demandait, beaucoup et c'était pas forcément aligné avec, ce que je voulais vraiment faire. Mais finalement, bah, après le bac, je savais pas trop quoi faire. Voilà, l'informatique, bah, c'est un truc qui me plaisait assez bien, mais je savais pas si je voulais en faire mon métier. Et puis, bah, finalement, j'ai un peu suivi mon parcours, ce parcours-là, par alors je sais pas si c'est par dépit, mais en tout cas, ouais, c'était pas une passion. Ça c'est clair. Après voilà, ça a plutôt bien marché, donc je me suis jamais vraiment posé la question de si j'étais à ma place. Donc voilà, j'ai enchaîné comme ça. À mes 25 ans, j'ai découvert un sport, le parachutisme. Alors comment je suis arrivé là-dedans? Tout simplement, on m'avait offert dans une boîte à mon départ, un saut en tandem. Donc je t'avoue que j'étais pas très rassuré d'aller le faire. Mais
Franchement, c'était, l'expérience la plus incroyable de toute ma vie, je pense et finalement, une semaine après avoir fait ce saut, je cherchais où est-ce qu'il y avait une école dans ma région pour pouvoir, devenir autonome et pratiquer le parachutisme de manière sportive et régulière et voilà, c'était le début d'une vraie aventure, la rencontre avec, une communauté et puis un état d'esprit aussi, très particulier. Je me souviens que jusqu'à une trentaine de sauts, j'avais toujours cette peur un petit peu d'aller sauter, mais j'avais vraiment besoin de cette dose d'adrénaline, de me sentir libre parce que finalement c'est ça, c'est la liberté, une liberté incroyable. Imagine le truc, quand tu arrives au club de parachute, tu te prépares et là tu t'avionnes. Donc quand tu t'avionnes, ça veut dire que tu t'inscris dans un avion seul ou avec des potes avec qui tu vas faire le saut. Tu le répètes au sol, c'est un petit peu comme le patinage artistique, par exemple. Tu répètes une chorégraphie avec tes potes, qui passe devant, qui va en avant, qui va en arrière, qui passe au-dessus de l'autre et cetera. Tu te visualises tout ça dans la tête et tu le marches au sol pour bien l'avoir en tête et ensuite, quand tu es appelé, c'est là que le petit pic d'adrénaline commence déjà. On te dit: «Voilà, par exemple, dans le prochain avion, on aura Emmanuel avec Pierre, Tom, Marc et cetera» et là, tu commences à t'équiper, tu mets ta combinaison, ton parachute, ton casque, ton altimètre, tes lunettes et cetera. Tu montes dans l'avion, tout le monde se serre un petit peu parce que pas forcément c'est un petit avion, tu es à 10 dedans. L'avion décolle, déjà, c'est une sensation de ouf. En plus, quand il fait chaud, bah, tu peux laisser la porte entrouverte pour que l'air passe, tu vois? Grosse sensation déjà au décollage et là, la montée dure à peu près 20 minutes et pendant ces 20 minutes, soit tu racontes des blagues à tes potes, soit, ce que je faisais le plus souvent, c'était que je fermais les yeux et là, je remémore mon saut dans ma tête. Donc c'est, la réflexion, la préparation mentale. Tu t'imagines, toi, en train de faire le saut avec la position, avec tout l'enchaînement des mouvements et cetera. Ensuite, bah, tu arrives à 3005, tu commences à te préparer, tu mets en place tes équipements, tu fais les derniers checks et là, tu as le go pour y aller, 4000 mètres. Tu ouvres la porte, voilà, tu regardes, en bas si tu es bien placé, si tu es sur la bonne trajectoire. Tu regardes en bas et là, franchement, l'ouverture de la porte, tu regardes le vide, bah, là, tu vois, je t'en parle, j'ai des frissons tellement c'est incroyable. Tu regardes en bas, tu sens le vent sur, ton visage et tu sens la liberté et là, tu as quand même ce petit pic d'adrénaline parce que finalement, bah, tu vas sauter dans le vide d'un avion qui est en parfait état de fonctionnement. Tu peux te poser la question: «Pourquoi tu fais ça finalement?» Et là, si tu es avec tes potes, tout le monde se met en place. Il y a 2 trucs que je kiffe. Le premier, c'est être, vidéo du saut. Donc ça veut dire que tu as une position pour être en vidéoman et donc tu as une poignée à l'intérieur de l'avion, une poignée à l'extérieur. Là, tu t'accroches au poignet, tu sors de l'avion, tu mets ton pied sur un petit marchepied et là, tu es accroché à l'avion qui continue de voler et tu vois les autres qui se mettent en place à la porte et là, on donne le signal: «Ready, set, go!» Et là, tout le monde lâche en même temps, impulsion pour sauter et là, tu prends de la vitesse. Là, tu commences à chuter. Tu arrives rapidement à 200 km/h, 250 km/h, parfois plus et là, bah, c'est vraiment le kiff, alors là, tu es vraiment focus. Moi, ce que j'adore, c'est vraiment la sortie de l'avion, c'est cette sensation que tu as quand tu lâches l'avion. Quand tu es en vidéo, c'est ouf. Deuxième sortie que j'adore, c'est quand tu sors sur le dos, donc tu te balances dans le vide et là, tu vois l'avion qui continue d'avancer et toi, tu es en train de chuter, de prendre la vitesse, ça c'est incroyable. Ensuite, bah, voilà, tu es dans le saut, 250-280 km/h, tête en haut, tête en bas, en verticale, dans l'angle. Tu te déplaces grâce au mouvement que tu fais sur l'air, bah, la pression que tu exerces sur l'air, bah, ton corps peut se déplacer dans l'air. Ça, c'est incroyable. Tu fais toutes les figures que tu as prévues. Alors forcément, des fois, ça se passe pas comme prévu, mais voilà, le but, bah, c'est de s'entraîner pour arriver à faire le programme que tu t'es fixé. Et là, arrive 1500 mètres. Alors, bah, nous, quand on est dans des positions comme ça, on n'a pas le temps de regarder tout le temps notre altimètre. On a des beepers dans le casque et à ce moment-là, tu sais que tu dois te barrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pas ouvrir notre parachute tous ensemble parce que sinon, on s'en mêlerait tous et on serait tous morts. Mais on va faire en sorte d'aller chacun dans notre coin de ciel pour ouvrir le parachute en toute sécurité et donc là, on se met en position de piquer
et là, tu sens la vitesse que tu prends encore et tu regardes les autres qui s'éloignent. Là, petit check, tu mets la main sur la poignée, tu tires, le parachute s'ouvre et là, bah, pareil, tu regardes, ton parachute s'ouvrir, toujours une petite dose d'adrénaline en plus, gros ralentissement. Et la petite parenthèse, il y a plein de gens qui me demandent: «Mais est-ce qu'on remonte?» Bah non, forcément, on remonte pas. Par contre, en général, quand on voit les gens qui remontent, c'est parce que simplement le vidéoman, bah, il continue de chuter quand l'autre, il a ouvert le parachute, donc forcément, ça crée un écart. On a l'impression que celui qui a ouvert le parachute, il est en train de remonter. Donc forcément, il y a rien qui nous fait remonter. C'est juste qu'il ralentit fort et que celui qui filme, il continue de chuter et qu'il ouvre plus bas. Voilà, je ferme la petite parenthèse, mais ouais, on me le demande souvent. Et là, quand tu ouvres le parachute, bah, tu arrives dans la deuxième partie du saut, tu repères, ta zone d'atterrissage, tu repères le circuit que tu vas faire. Alors quand tu es débutant, c'est souvent une partie, qui est un petit peu subie, mais quand tu progresses au fur et à mesure et que tu as des voiles un petit peu plus performantes, qui vont plus vite, qui sont plus réactives, c'est un deuxième kiff parce que tu as aussi énormément de vitesse sous voile. Et là, tu peux également faire des atterrissages qui sont vraiment planés, donc tu emmagasines de la vitesse vraiment assez proche du sol que tu restitues horizontalement pour planer le plus loin possible. Ça s'appelle un swoop. Tu traces et tu fuses à ras le sol et ça pareil, c'est un autre kiff. C'est différent de la chute libre, mais c'est vraiment un autre kiff. Voilà, et une fois que tu as posé, bah, tu te remémores tout ce que tu as fait dans le saut, à quel point tu as kiffé et tu as juste une envie, c'est d'y retourner. Donc là, tu plies ton parachute, tu te réavionnes et c'est reparti et tu enchaînes. Voilà, c'est vraiment mon kiff et c'est vraiment le sport qui te donne vraiment une dose d'adrénaline incroyable. Tu es tout le temps focus, ton esprit, ton cerveau déconnecte totalement. Il y a plus de factures, il y a plus de boss, il y a plus d'ennui, il y a plus de stress, il y a plus de pression. Voilà, c'est vraiment une claque monumentale et c'est pour ça que pour acheter ce kiff, je cramais entre 300 et 400 balles par week-end. Voilà, je faisais entre 10 et 15 sauts, parfois plus sur les entraînements, sur les stages et pour en faire plus, il fallait forcément que je gagne plus. Bah, du coup, je me suis dit: «Comment est-ce que je peux faire pour gagner plus?» Et puis, je voulais aussi me rapprocher, de cette zone-là, de cette ville que je connaissais pas du tout et où j'habitais pas et du coup, je me suis dit: «Bah, il faut que je trouve un travail mieux payé et plus proche pour que je puisse encore sauter, sauter, sauter encore plus» et c'est à ce moment-là où j'ai eu l'opportunité d'aller travailler au Luxembourg. Donc moi, je suis alsacien, donc c'était pas trop, trop loin non plus. Mon salaire a fait plus que fois 2 à l'époque. Je te parle de ça en 2013, donc ça fait, maintenant 13 ans. Et je gagnais 1 737 € net à l'époque et je me rends compte maintenant avec du recul pour un salaire d'ingénieur cadre, c'était pas ouf, sachant que tu comptes pas tes heures. Bref et quand je suis parti au Luxembourg, j'étais à 3 009 net donc voilà, ça fait plus que fois 2. Alors, bah, c'était pas le plan initial parce que moi je voulais me rapprocher de la zone où je sautais pour être, plus proche et pas avoir à faire, autant de route. Voilà, du coup, forcément, bah, j'étais pas physiquement là où je voulais être, mais financièrement, bah, c'est sûr que ça allait me permettre d'accélérer encore plus. Avec du recul, maintenant, je me rends compte, eh bien, que c'était une décision que j'avais faite pour pouvoir gagner plus, pour pouvoir sauter plus et être, me sentir plus libre. Finalement, voilà, je bossais quasiment que pour ça, en fait. Il y a quelque temps, j'ai fait, le calcul de combien j'avais dépensé dans cette activité, depuis, maintenant presque 15 ans. Voilà, en 15 ans, si tu comptes, les 1 500 sauts que j'ai parce que, bah, ça va vite, hein, quand tu fais, 10 sauts par week-end, parfois tu fais 200 sauts par an. Alors c'est beaucoup, c'est sûr, c'est plutôt dans la moyenne, très haute. Après, bah, je faisais de la compétition donc c'est normal. Donc voilà, 1 500 sauts, une centaine d'heures de soufflerie, plus, le matos, les frais annexes, de voyage autour du monde pour sauter et cetera et cetera. J'ai calculé là, je suis à 110 000 €. Donc voilà, c'est une sacrée somme. Donc avec ça, si ça avait été maintenant, bah, j'en aurais pu faire, énormément des investissements immobiliers, ça c'est sûr. Mais honnêtement, je regrette rien. Voilà, j'ai pu faire des compétitions, j'ai énormément voyagé, j'ai sauté dans plein de pays autour du monde avec des paysages magnifiques. J'ai rencontré, des gens incroyables, et j'ai rencontré ma femme aussi avec, qui on partage cette passion, depuis, plus de 10 ans et voilà, à cette période
Ben, l'argent, c'était, simplement, le moyen de pouvoir faire ce que j'aimais, toujours plus. Mais forcément, bah, il y avait une contrepartie, bah, c'est qu'il fallait, avoir de grosses responsabilités, travailler énormément et ça, finalement, je le voyais pas sur le moment, mais ça a eu, avec du recul, et je vais t'en parler, un impact, quand même assez important sur ma santé. Faut savoir aussi que dans ce pays-là, l'immobilier est très, très cher pour se loger, c'est extrêmement compliqué et comme moi, je voulais, absolument garder cet argent pour, sauter en parachute et faire de la soufflerie, donc les simulateurs de chute libre, parce que ça, j'en ai pas parlé, mais c'est aussi, on va dire, un sport annexe au parachutisme, mais qui le complète et donc alors la soufflerie, ça permet de progresser beaucoup plus vite aussi, qu'un saut en parachute et donc pour pouvoir faire tout ça et ben, je devais forcément «me serrer la ceinture» entre guillemets et du coup, bah, j'avais fait le choix à l'époque, heu, de vivre plutôt en colocation, que de vivre dans un appart, à moi. Donc j'ai aussi enchaîné les colocs et voilà, pour te donner un petit peu une idée, à la fin, j'avais une chambre de 9 m² pour à peu près, je crois que c'était 950 €. Donc voilà. Voilà, si j'avais voulu, un appart, à moi, genre un T2 à l'époque, ou un T3, c'était genre 3 000 €. Donc voilà, ça chiffre assez vite et puis ça prend du coup une grosse partie de, bah, de ton salaire. Donc moi, voilà, je voulais absolument garder le plus possible d'argent pour pouvoir, vivre, ma passion à fond finalement et donc bah, je me suis mis dans des situations de logement, plutôt précaires, même passé la trentaine et ça a aussi joué au fur et à mesure, bah, sur mon état général. Voilà, donc si je résume cette partie de ma vie, bah, mon objectif, c'était de kiffer tout simplement, kiffer, kiffer, kiffer et pour kiffer, bah, il fallait des ronds et donc pour avoir des ronds, il fallait bosser, bosser, bosser et à un moment donné, bah, la claque est arrivée et la claque, c'est quoi? Et ben, c'est des symptômes qui apparaissent, des symptômes que tu as jamais eus. Alors, par exemple, moi, je commence à avoir des grosses migraines alors que franchement, j'ai jamais mal à la tête, j'ai jamais eu mal à la tête. Alors, à part quand je suis malade, mais je veux dire, tu as des gens qui ont des migraines, il faut qu'ils se mettent dans le noir et tout pour que ça passe et tout. Moi, ça m'est jamais arrivé et là, ça commence à être, hyper récurrent. Donc 1er signal, on va dire et je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas normal». Mais je me suis pas inquiété plus que ça non plus. Deuxième signal, j'ai commencé à avoir de temps en temps des troubles de la vue. Voilà, ma vue devenait un petit peu floue, ça durait quelques secondes, ça passait. Des fois, je voyais plus rien ponctuellement, c'était noir ou j'avais des points devant les yeux et puis ça passait avec le temps, mais ça revenait de temps en temps et puis, au fur et à mesure, je commençais à avoir, des palpitations. La nuit, bah, je sentais que mon cœur, il battait pas régulièrement et ça a commencé vraiment à me faire flipper et plus je flippais, plus je me disais: «Putain, il y a un je vais mourir, c'est pas possible. Il y a un truc qui va pas dans mon corps, il faut que je fasse des examens» et plus j'étais anxieux, bah, plus ça s'accentuait et bah, du coup, je suis allé faire des examens. Voilà, j'ai fait un bilan, chez un cardiologue. Alors, normalement, tu es pas censé, faire un bilan chez un cardiologue, à peine, 31 ans. Voilà, mais donc j'ai fait un bilan complet. Résultat, rien. Voilà, tout est normal. Voilà, tout est normal monsieur, donc j'ai rien vu. Donc là, du coup, je me demande, ça m'inquiète encore plus, je me demande, bah, si peut-être que le cardiologue est passé à côté de quelque chose parce que moi, je le ressens en fait, tous ces trucs qui se passent en moi. Après pareil, les migraines, c'était tellement fort, je suis allé faire un scanner du cerveau, un scanner cérébral. Et là, pareil, le spécialiste m'a dit: «Monsieur, on voit rien, il y a rien, vous avez rien» et pareil, moi je ressentais tout ça et bref, des spécialistes comme ça, j'en ai vu beaucoup, en très peu de temps et finalement, tous, sont arrivés à la même conclusion, bah, c'est que j'étais en très bonne santé, mais voilà, mon corps, avait fini par lâcher, tout simplement et bah, c'est ça finalement qu'on appelle, un burn-out. Et j'ai forcément dû avoir des signaux d'alarme avant tout ça.
mais voilà, j'ai pas su écouter mon corps, j'ai pas su les écouter, j'ai pas su les voir et finalement, bah, j'en suis arrivé à un état plutôt critique où tout se déréglait finalement, en moi. Mais je sentais, voilà, que ce que je faisais, ça n'avait plus réellement de sens pour moi, mais je savais pas quoi faire d'autre avant. Ça faisait un petit moment quand même que je me disais: «Est-ce que j'ai vraiment envie de passer encore, plus de 30 ans devant un PC pendant, 10-12 heures par jour et voir personne?» Non, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? À quoi je suis bon, autrement? J'en sais rien en fait. Donc bah, finalement j'étais dans ce cercle vicieux, dans cette prison dorée, voilà la fameuse prison dorée dont on parle. Mais ça m'a vraiment conduit à un état vraiment critique sur ma santé. Donc là, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, c'est simple, hein, j'ai tout plaqué. Voilà. J'ai pas réfléchi très longtemps, pour être honnête. J'ai essayé de négocier une rupture co pour avoir un peu de chômage, parce que derrière, bah, je savais pas ce que je voulais faire finalement, je savais pas quoi faire. Mais bon, dans ce pays, c'est très difficile à avoir donc je l'ai pas eu et donc bah, tout simplement, j'ai claqué ma dème, voilà et puis, je suis rentré en France et là, bah, avant, je parlais des simulateurs de chute libre, ce qu'on appelle, dans le jargon les souffleries ou tunnels et depuis quelques années avant, bah, ces souffleries, elles poussaient comme des champignons dans toutes les grandes villes de France et d'Europe. Et dans la ville, de cœur, dans ma ville de cœur, bah, il y en avait pas et à l'époque, je m'étais dit: «Putain, il y a vraiment une opportunité à saisir. Il y a encore aucun acteur qui a fait une soufflerie dans cette ville et au lieu de faire, 8 heures de bagnole aller-retour pour aller faire 1 heure de soufflerie dans un autre pays ou dans une autre ville, bah, pourquoi moi je ferais pas une soufflerie, ici?» Bah, pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'un projet comme ça, c'est entre 8 et 10 millions d'euros. Donc voilà, c'est pas donné à tout le monde. Moi, le salarié, qui est pas une thune en poche parce que j'ai tout claqué pour kiffer, comment je vais faire pour créer un établissement à 10 millions. Mais bon, donc pendant un moment, bah, je me suis dit: «Bah, c'est pas possible, j'y arriverai jamais» et au fur et à mesure, bah, là, j'ai commencé à quand même me dire: «Ben, en fait, l'argent, il y en a dans les banques. Il y a beaucoup de privés aussi, qui ont de l'argent. Bah, si je regroupe tout ça ensemble, bah, ça peut peut-être fonctionner, même si moi j'ai rien». Parce que moi, j'ai l'idée, j'ai la connaissance, j'ai l'expérience. On peut peut-être quand même faire quelque chose et donc voilà, bah, tout est parti de là finalement. J'ai commencé à faire des fichiers Excel, pour calculer des chiffres d'affaires potentiels. Je me suis entouré de beaucoup de personnes dans le milieu. Je me suis entouré, d'un expert comptable, grâce, finalement, au réseau de la CCI. C'est important de bien s'entourer dès le départ, même quand on connaît rien et la CCI, bah, finalement, elle est là pour nous aider, dans les démarches de création d'entreprise. Même si c'était un projet très, très, très ambitieux et ben, l'accompagnement est là pour tout le monde finalement et quand j'ai claqué ma dème, du coup, je me suis aussi demandé, bah, qu'est-ce que je pouvais faire? Donc rapidement, j'ai eu une vision assez claire de mon avenir. Je voulais vraiment tenter, tout donner pour ce projet, voilà, qui est devenu un petit peu mon bébé, ce projet entrepreneurial et en même temps, je me suis dit: «Bah, il faut quand même que je me forme» parce que je connais pas du tout ce domaine du loisir, ni sportif et donc du coup, j'ai regardé un petit peu ce que je pouvais faire, en reprise d'études et c'est là que j'ai trouvé un master, spécialisé en management de l'industrie du sport et finalement, bah, j'ai rejoint une école de commerce, voilà, avec, des gamins qui avaient 10 ans de moins que moi dans la promo et donc bah, comme j'avais tout claqué, forcément, j'avais pas un rond pour payer cette école donc j'ai fait un prêt étudiant, et je suis allé bosser en parallèle, à l'usine, voilà, bah, pour rembourser mon prêt étudiant et pour vivre aussi parce que forcément j'avais pas de chômage, j'avais pas de revenus à cette période-là. Donc c'est sûr qu'à cette période, j'ai mis un petit peu en stand-by, ma passion, parce que forcément quand tu bosses à l'usine en intérim, bah, tu touches, un SMIC amélioré, on va dire. Derrière, il faut que tu te loges et tu as aussi des dépenses, annexes, bah, pour manger, les trucs basiques, quoi et donc bah, j'ai fait ce master. En parallèle, je bossais, la nuit,
sur mon projet entrepreneurial et je bossais à l'usine en 3-8 en intérim et ce que je faisais, bah, c'était pas terrible. J'étais, au conditionnement d'une usine agroalimentaire, qui fabriquait, sur ma ligne, elle fabriquait de la saucisse tranchée. Donc moi, j'étais en bout de ligne et sur la ligne, bah, la saucisse était tranchée, elle était emballée dans des barquettes, ensuite, plastifiée et à la fin, bah, il y a une étiqueteuse qui mettait l'étiquette, sur la barquette et ces barquettes-là, elles tombaient sur un plateau tournant, chez moi et moi, mon taf, c'était de mettre, les barquettes le plus rapidement possible dans des cartons et les cartons sur une palette et de faire des palettes comme ça. Voilà. Alors là, bah, pareil, hein, c'est franchement, c'est un boulot, je pensais pas que c'était aussi dur, tu vois? Et souvent, en plus, sur ma ligne, l'étiqueteuse, elle tombait souvent en panne, donc il fallait que je colle, les étiquettes parfois à la main, mais pourtant le rythme, la cadence, elle baissait pas, tu vois? Et souvent, bah, en fait, au fur et à mesure, mon plateau, il se remplissait, il débordait, les barquettes tombaient par terre et je plein de fois, j'ai même pas pu prendre ma pause de midi parce que, bah, tout était tombé par terre. Du coup, il fallait que je rattrape le retard pour que quand, les autres viennent de pause et que la ligne reprend, bah, le plateau soit vide pour qu'ils puissent renvoyer dessus et franchement, ouais, c'était une expérience, hyper dure. À ça, bah, il faut aussi dire que c'était des conditions assez difficiles parce que sur une chaîne, de production agroalimentaire, bah, il fait froid, il faisait 3 degrés et franchement, au bout de 6 mois, je commençais à avoir des TMS, donc des troubles musculo-squelettiques aux mains et aux doigts. J'arrivais plus à bouger mes doigts et à côté de moi, j'avais des gars, ça faisait 20-30 ans qu'ils faisaient ce métier et moi, au bout de 6 mois, j'en pouvais plus et je me suis dit franchement, je me suis senti vraiment comme une merde. Je me suis dit: «Comment ces mecs, ils font?» Et moi, je suis même pas capable de tenir 6 mois, dans ces conditions. Franchement, c'était, vraiment une expérience, vraiment difficile, mais ça m'a aussi, fait prendre conscience que voilà, alors heureusement qu'il y a des gens qui font ça et il en faut, bien sûr, mais pour moi, c'était vraiment un plan de secours, et il fallait vraiment que mon projet fonctionne et c'est pour ça que ça m'a encore plus donné la niaque pour que ça fonctionne et j'ai vraiment tout donné. Et bien sur mon projet, ça avançait plutôt bien puisque, bah, au fur et à mesure, je me faisais du réseau. Au fur et à mesure du réseau et bien, j'ai trouvé un local, parce qu'il fallait quand même, entre 750 et 1 000 m² de surface. J'ai trouvé un local. Après, il a fallu faire modifier le plan local d'urbanisme parce qu'il y a des contraintes énormes, sur les hauteurs, de bâtiments. Donc ça a pris quand même, une bonne année. Mais en parallèle et ben, j'ai pu rencontrer des investisseurs. J'ai pu faire, bah, finalement une levée de fonds, d'1 million d'euros auprès d'investisseurs, privés et ce qui m'a permis d'avoir un pool bancaire pour financer le reste. Parce que forcément sur des montants comme ça, bah, c'est pas une seule banque qui va financer, c'est plusieurs banques qui vont se regrouper, dans un pool pour financer, bah, l'ensemble du projet et finalement au bout d'un certain temps, bah, je me suis repris une claque, puisqu'il y a un autre acteur qui est arrivé, sur le marché, un concurrent finalement, qui avait, de gros moyens. Bah, là, c'était un couple, qu'on a rencontré aussi, assez jeune, entre 25 et 30 ans, je dirais et eux, voilà, ils mettaient, 3 000 000 sur la table, de leur poche et donc bah, forcément avec des moyens comme ça et beaucoup de connaissances et un réseau énorme, puisqu'ils sont issus de familles, investisseurs et entrepreneurs, finalement, ils nous ont, doublés, voilà et voilà, bah, je me suis quand même battu, pendant des mois, parce que, bah, c'est pour moi, c'était vraiment mon projet de vie finalement, c'était ça ce que je voulais faire et bah, il y a pas de place sur le marché, dans une ville pour 2 concurrents. Donc voilà, ça c'est une période un peu difficile pour moi puisque, je savais vraiment pas quoi faire d'autre. Bon alors, finalement avec le recul et le covid qui est arrivé, quelques mois après, ben, personne n'a rien fait et heureusement puisque, bah, voilà, c'est des machines qui fonctionnent à l'électricité. Le prix de l'électricité a flambé. Je connais des souffleries un peu partout en France et dans d'autres pays qui ont vraiment souffert de cette crise et qui même aujourd'hui encore, perdent, des centaines de milliers d'euros tous les ans.
Donc voilà, finalement, c'est un mal pour un bien. Mais à l'époque, en tout cas, bah, moi, je l'ai vraiment très mal vécu. C'était encore, voilà, la deuxième claque, que je me suis pris et donc je me suis demandé: «Mais qu'est-ce que je vais faire?» Et finalement, ben, en fait, je me suis rendu compte, en prenant du recul, que même si ce projet avait pas abouti, j'avais tellement kiffé bosser dessus et je me suis dit: «Bah, voilà, ce que je veux faire, c'est créer des projets» parce que créer des choses, partir d'une feuille blanche, réfléchir à quelque chose, le mettre en forme, être un petit peu le chef d'orchestre d'un projet, aller voir des partenaires, aller voir des investisseurs, aller voir la banque, finalement construire quelque chose en partant de rien, l'avoir sur le papier et ensuite, le mettre en action et ben, c'est vraiment cette démarche, finalement que je kiffe et donc je me suis dit: «Bah, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je trouve un autre projet à créer, à lancer» et à ce moment-là, j'avais des amis qui étaient en train de créer un nouveau projet et recherchaient une personne supplémentaire pour, gérer la société, et participer à la création et c'est logiquement que j'ai rejoint du coup mes amis dans ce projet-là et là pareil, c'était au stade du coup de la création, de la rédaction finalement d'un dossier de candidature pour répondre à un appel d'offres, de l'exploitation d'un parc de loisirs, appel d'offres dans lequel il fallait non seulement reprendre les activités existantes, redynamiser le secteur et aussi proposer de nouvelles activités, de nouvelles améliorations et c'est, comme ça, bah, qu'est né, le parc, que je gère du coup depuis 5 ans. Donc là concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il a fallu boucler le dossier de réponse à l'appel d'offres. Il a fallu pitcher devant, les élus et le personnel de la mairie puisque finalement c'est une commune qui a réalisé l'appel d'offres. Il a fallu se défendre et puis, une fois qu'on a été sélectionné pour, reprendre, la structure et ben, il a fallu créer la société, contracter des crédits bancaires pour financer, bah, nos investissements et il a fallu, bah, bien sûr ensuite, tout créer de toutes pièces. Donc, là, ben, il y avait des travaux manuels, de la mise en place, de logiciels, du recrutement à faire, des ressources humaines, voilà tout ce qu'on peut imaginer, dans une entreprise, gérer l'exploitation, gérer l'administratif, gérer le financier, tout gérer et puis, bah, moi je partais un petit peu de 0 en gestion d'entreprise donc j'ai vraiment énormément appris, ça m'a vraiment forgé et en fait, ce qui m'a le plus fait kiffer finalement, bah, c'est quand on a pu ouvrir alors on a ouvert aussi, période un petit peu covid et c'est pour ça qu'on a eu aussi, les difficultés dont je t'ai parlé dans l'épisode numéro 1. Hem et franchement, quand j'ai vu les premiers clients arriver, parce que les clients du coup, ils viennent pour passer un bon moment en famille, entre amis, entre collègues et cetera et finalement, bah, quand j'ai vu les premiers clients arriver, quand je les ai vus sourire et tout, bah, franchement, c'était le kiff. Je savais que je voulais du lien social, que j'en avais vraiment besoin. J'en avais marre d'être, derrière mon PC pendant toutes ces années. Là, j'étais, à l'extérieur, j'étais en contact avec les gens, je voyais les gens se marrer, je voyais les gens sourire, je voyais les gens kiffer et ça franchement, c'était la finalité. Alors oui, il y a eu énormément de boulot et j'ai bossé beaucoup plus, que dans mes précédents jobs, en tant qu'ingénieur. Mais là, franchement, je j'avais vraiment retrouvé, un sens finalement à ma vie. Je savais pourquoi je faisais ça, mais en même temps, en parallèle de tout ça et ben, quand tu es entrepreneur et quand tu gères une boîte, que tu as des employés et que, bah, finalement, au fur et à mesure des années, l'objectif finalement, c'est de faire en sorte que, bah, ça peut tourner, sans forcément que tu sois présent et bah, au bout de quelques années, j'ai enfin réussi à atteindre cet objectif et franchement, c'est là aussi où je me suis rendu compte qu'entreprendre et ben, c'est pour, être plus en phase avec toi-même, avec tes valeurs, avec tes idées, mais c'est aussi pour une certaine liberté. Une liberté, une flexibilité dans ton temps et c'est ce que j'ai pu faire par la suite, être, plus présent pour ma famille, être plus présent pour mes proches et c'est un petit peu l'objectif final. Maintenant, je te disais au début que je voulais pas être ingénieur parce que mon père était ingénieur et qu'il était jamais là et ben, maintenant je suis entrepreneur, et j'ai du temps. Maintenant, je choisis mon temps
Je sais que je peux être, là quand mes proches en ont besoin. Je sais que je peux être là quand j'ai envie d'être là pour mes proches aussi. Je sais que je peux prendre du temps pour moi quand j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Et voilà, je sais à travers cette aventure que créer quelque chose, ça n'a pas de prix. Créer de la valeur pour les autres, c'est vraiment grisant, voilà. Et l'entrepreneuriat finalement, c'est un outil de vie. C'est pas un trophée, c'est pas un statut. C'est vraiment un outil qui va te permettre de te sentir bien, de te sentir libre, de pouvoir gérer ton temps. Et c'est le message un petit peu que j'ai envie de faire passer à travers mon expérience aujourd'hui. Si on revient quelques années en arrière, juste avant le covid, tu as bien compris que moi j'étais plutôt un kiffeur, surtout, pour ma passion. J'ai jamais été quelqu'un de très matériel. J'attachais surtout beaucoup de choses aux expériences, que je vivais. Et un jour ma femme m'a dit: Ce serait bien qu'on achète un appartement pour notre, résidence principale». Et moi j'étais: «Bah non, si on achète un appartement, ben, j'aurai moins de pouvoir d'achat et donc du coup, je pourrais moins kiffer». Voilà, c'était un petit peu ça, mon état d'esprit à l'époque. Et il a fallu finalement, qu'elle me dise un jour: «Bon, bah, écoute, si toi, tu veux pas qu'on achète notre résidence principale, bah, moi, je vais l'acheter toute seule». Et là, je me suis dit: «Bah, comment ça toute seule?» «Bah, non, en fait, on va l'acheter ensemble». Voilà, donc c'est un peu elle qui m'a mis, qui a fait ce déclic, en moi finalement. Et donc, on a acheté notre, RP, pendant covid. Alors, pour l'anecdote, on a fait l'offre d'achat la veille du confinement. Donc, très période très compliquée pour toutes les démarches, chez le notaire et cetera, parce que ça a duré des mois. Et finalement, bah, on a acheté cet appartement, notre premier appartement ensemble. Et c'est un petit peu là que j'ai commencé à arrêter de consommer et à construire, un patrimoine, à construire quelque chose. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à l'immobilier, grâce à un ami proche. Et j'ai commencé à écouter des podcasts. Et de fil en aiguille, bah, finalement, j'ai commencé à me dire: «Bah, ce serait quand même bien que je me lance, finalement, que je crée un patrimoine». Parce qu'il y a d'autres éléments, finalement, qui font qu'il faut le faire, tout simplement. Ça fait longtemps, des années, que dans mon entourage, on entend, «De toute façon, nous, on ne sait pas si on aura une retraite, par la suite». Et l'autre facteur, c'est aussi de se dire: Est-ce qu'on doit vraiment bosser toute notre vie pour un jour espérer être, à la retraite et seulement kiffer à ce moment-là? Non, il faut kiffer tous les jours. Et on sait très bien qu'en plus, en 2025, la mortalité a surpassé la natalité en France. Et donc on vit dans un pays qui est basé sur un système de retraite où les actifs payent pour, les non actifs, les retraités. Et donc forcément, ça va coincer à un moment donné, tout le monde le sait. Mais finalement, personne, ou en tout cas peu de personnes passent à l'action pour finalement sécuriser son avenir. Et c'est à partir de là qu'on a décidé de passer à l'action. Comment est-ce qu'on est passé à l'action? Alors, comme tout le monde ou une grande partie des personnes, je pense que, voilà, j'ai pris des formations sur Insta à des gars qui vendaient du rêve. Voilà, donc quand tu y connais rien, forcément tu fais des erreurs. Je sais que c'était des erreurs. Et ensuite, à travers, des podcasts que j'écoutais, j'ai eu la chance de rencontrer, Thibaut, voilà, de Bye Bye Patron, le podcast. Je sais pas si tu le connais, mais en tout cas, si tu le connais pas, je t'encourage vraiment à l'écouter. C'est vraiment ce qui a fait, switcher mon état d'esprit. Et j'ai pu le rencontrer, lui et son acolyte, Michel du Club Invest, sur un week-end à Chamonix, où je suis parti de là avec, je dirais pas des étoiles dans les yeux, parce que c'est pas le cas, mais avec une rage et une motivation, à toute épreuve. Et donc ça, c'était, en 2023. Et la conséquence de ça, c'est que, voilà, un mois après, on signait un compromis pour un premier investissement locatif. Et finalement, en 2024, on a acheté, 4 appartements. En 2025, on a acheté une maison qu'on est en train de diviser en 3 appartements. Et franchement,
Pareil, l'investissement immobilier, c'est vraiment, comme de l'entrepreneuriat, c'est de l'entrepreneuriat finalement, parce que tu dois aussi t'entourer de partenaires, tu dois t'entourer des bonnes personnes, tu dois t'entourer de plein de gens qui vont faire en sorte que ton projet aboutisse et ça, bah, moi j'aime créer de la valeur et c'est totalement raccord sur, mes valeurs et sur ma vision. Alors voilà, j'approche, très, très fortement de la quarantaine et je me dis: «Bah, putain, si j'avais pas kiffé autant et claqué autant de thunes à l'époque et que si j'avais commencé à investir beaucoup plus tôt, ben, voilà, j'aurais pu avoir sécurisé un petit peu plus, mon avenir». Mais, je regrette rien parce que j'ai vraiment kiffé. C'est vraiment une partie de ma vie, que j'ai adorée et que je continuerai forcément à vivre au fur et à mesure, même, avec, certes un petit peu moins d'intensité. Et voilà, je pense que c'est important à un moment donné de se dire que personne ne va rien faire pour toi, que tu es seul, que c'est très important de faire une activité qui soit alignée avec tes valeurs et avec, le sens que tu veux donner à ta vie. Et c'est pour ça que l'an dernier, je me suis aussi lancé dans les créations de salles de fitness, en franchise avec l'Orange Bleu puisque, bah, comme je te l'ai dit, moi je kiffe, créer des projets à partir de zéro. Je kiffe créer de la valeur pour les gens. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est que des gens viennent dans mon établissement pour kiffer, pour passer un bon moment. C'est vraiment ce qui me plaît. Et j'ai eu l'opportunité l'an dernier, grâce à cette, communauté, à cette famille, d'investisseurs et à travers un voyage, que j'ai fait, de rencontrer une personne, Jonathan, que je remercie encore d'ailleurs, qui m'a mis le pied à l'étrier, dans ce business, des salles de fitness avec, l'Orange Bleu. Et maintenant, ben, ce projet, il est sur les rails. Là, je vais ouvrir mon club, d'ici, 2-3 mois donc voilà, je viens d'avoir mon accord de financement en plus, je suis hyper content et donc je sais qu'à travers ces nouvelles activités, je vais aussi développer mon patrimoine et en même temps, je vais aussi kiffer et en même temps, je vais aussi, être libre, libre, de passer du temps avec mes proches et finalement, ce qu'on veut, c'est kiffer aujourd'hui, c'est pas kiffer dans 20 ans. Parce que dans 20 ans, ben, peut-être qu'on sera plus en état, dans 20 ans, il faudra toujours qu'on bosse. Donc voilà, je pense que c'est important d'y réfléchir, en tout cas de prendre du recul sur sa vie et de réfléchir à ce qu'on veut vraiment. Alors, pourquoi ce podcast existe finalement? Ce podcast, que j'ai lancé, il y a un tout petit peu plus d'un mois. Les podcasts, ils m'ont énormément aidé dans mon parcours. Ils m'ont aidé à rebondir. Ils m'ont aidé à tracer cette nouvelle voie dans l'entrepreneuriat et l'investissement immobilier. Ces podcasts ont été créés par des personnes qui ont passé énormément de temps pour partager leur expérience. Je me suis nourri de ces expériences pour faire ma propre, expérience et mon propre parcours et tout simplement, bah, moi, j'avais, envie de partager ce que j'ai appris, de partager mon parcours. Je veux montrer que c'est possible, qu'il y a pas d'âge pour entreprendre et tout simplement, bah, je veux donner, des clés concrètes aux gens, des clés que j'aurais aimé connaître aussi avant et si je peux t'aider à passer à l'action ou que tu as déjà passé à l'action et que tu veux, développer, bah, pour moi franchement, c'est tout ce que je demande. Pour moi, c'est le podcast, aura été un franc succès. Voilà, donc pour conclure, qu'est-ce que tu peux retenir de mon parcours? Bah, tout simplement que j'ai pas suivi une ligne droite, j'ai douté beaucoup, j'ai changé de cap plusieurs fois, souvent. Quand je regarde en arrière, je vois des détours, des erreurs, des choix difficiles et j'ai clairement perdu du temps, j'ai fermé les yeux, j'ai cru que ça irait tout seul et en fait, non. En fait, non. Je pense que ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que rester dans une situation qui te ressemble pas ou qui ne te ressemble plus, est plus risqué que d'en sortir. Ça peut vraiment avoir un impact, sur toi, sur ta santé, parce que finalement le corps ne ment jamais. Donc il faut vraiment apprendre à écouter son corps, à écouter son esprit. Il y a toujours des solutions, voilà, même quand tu penses qu'il y a pas de solution, il y en a toujours. On peut toujours rebondir. Peu importe, l'âge que tu as, voilà, on n'est pas obligé de commencer tôt. C'est mieux si on le fait,
mais franchement, il y a pas d'âge pour commencer. Tu es pas obligé de tout plaquer demain, mais tu peux commencer à réfléchir différemment. Dans ce podcast, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer bien sûr à partager mon actualité, les divers projets, que j'ai en cours et au fur et à mesure. Je vais également recevoir de plus en plus, d'entrepreneurs. C'est un petit peu le but aussi, de recevoir des gens qui partagent, leur parcours. Mais c'est pas un podcast pour parler de miracles, c'est un podcast pour parler de faits réels, de décisions réelles, d'erreurs, de chiffres réels, de parcours réels. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Je me suis beaucoup dévoilé, c'est vrai, mais je pense que c'est important que tu saches, d'où je viens, ce que j'ai fait avant, ce qui m'a conduit à être ici aujourd'hui, ce qui m'a conduit à vouloir partager mon expérience aujourd'hui avec toi. Si tu connais quelqu'un qui se pose des questions sur son parcours ou sur sa vie, partage-lui cet épisode. Et si toi aussi tu veux prendre ton avenir en main, si tu veux plus de liberté, plus de flexibilité, n'hésite pas à me contacter. Je promets rien de magique, encore une fois, mais je peux vraiment partager ce que j'ai appris et pourquoi pas, t'aider à passer à l'action. Parce que finalement, personne autour de toi ne viendra te sauver. Le système ne changera pas pour toi, mais toi, tu peux décider de le faire. Voilà, on se retrouve dans 2 semaines avec, l'interview de Nicolas, un entrepreneur aguerri dans le secteur de la restauration. On parlera orientation, terrain, comment il s'est retrouvé à gérer un resto à 21 ans, comment il a développé son chiffre d'affaires et sa rentabilité et comment il aide aujourd'hui les autres à accélérer et à innover. À bientôt!